bonjour à tous, on est ravis de vous retrouver aujourd'hui avec Fabrice et Coralie. Je pense que je vois des habitués dans les Bonjour. participants. Juste, je vais me présenter, je laisserai la parole après à Fabrice et Coralie pour qu'ils se présentent. Donc je suis Géraldine Ratry, je suis responsable marketing chez QuickMS. Et QuickMS, on est un éditeur de logiciels et on a deux logiciels. Un logiciel qui s'appelle Graphique et qui permet d'automatiser vos rapports légaux, et un logiciel qui s'appelle Crew et qui permet de digitaliser toute la partie entretien interne, donc collaborateurs, entretien professionnel, etc., etc. Et voilà. Et Fabrice, Coralie, je vous laisse vous présenter. Alors, comme à mon habitude, c'est Coralie qui commence. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. C'est toujours un grand plaisir de vous retrouver pour ce moment d'actu, 45 minutes riches en actu, principalement aujourd'hui jurisprudentielle. Pour définir Capstan, comme on aime à le dire, on est des avocats spécialisés en droit du travail côté employeur. Au quotidien, on fait tout notre possible pour vous conseiller au mieux, vous aider à prendre les meilleures décisions pour éviter le plus large nombre de contentieux. Et sachez aussi que Capstan est un organisme de formation puisqu'on est Calliope et que l'on peut intervenir partout en France pour vous délivrer certaines formations que vous pourriez souhaiter. Ben, parfait, merci Coralie. Parfait, donc moi je n'ai pas grand chose à dire, à part vous dire bonjour. Effectivement, Coralie a tout dit sur Capstan, donc je rajouterai rien de plus. Allez, ben, je partage la présentation et comme ça on se lance directement dans dans l'actualité. Allez, c'est parti. Alors c'est moi qui prends la parole sur ce sujet qui est peut-être l'actualité des actualités en droit du travail actuellement, concernant cette fameuse problématique qui a été posée par la Cour de cassation le 13 septembre à l'occasion de 3 arrêts concernant la question des congés payés en période d'arrêt de travail, enfin plus précisément de l'acquisition des congés payés en période d'arrêt de travail. Donc pour rappel, on en a déjà parlé ici, la Cour de cassation a considéré le 13 septembre dernier que par application du droit européen, plus particulièrement d'une directive, il y a lieu de considérer qu'une partie des dispositions du Code du travail en France ne sont pas conformes au droit européen, en particulier donc que, par conséquent, les salariés en arrêt maladie ainsi que les salariés en accident du travail ou maladie professionnelle au-delà d'1 an doivent acquérir des congés payés. Ces arrêts ont jeté un pavé dans la mare puisque il peut y avoir un coût induit particulièrement fort pour l'ensemble des entreprises. Sur ce, un recours a été fait devant le Conseil constitutionnel. Pour tout vous dire, le cabinet Capstan y a pris sa part. Et donc, on est arrivé à cette décision du Conseil constitutionnel que je vais vous présenter. Ceci étant dit, je vais aller un poil plus loin sans prendre trop de temps pour la suite du webinaire quand même, puisque depuis cette décision, on a une actualité dans cette actualité qui est que le gouvernement a présenté un amendement que s'est déposé devant l'Assemblée nationale et qu'on s'achemine vers une nouvelle législation française tenant compte de la position de la Cour de cassation, mais assez étrangement à mon sens, ne tenant absolument pas compte de cette décision du Conseil constitutionnel que je vais quand même présenter en 2 minutes. Alors, devant le Conseil constitutionnel, le débat était porté sur 2 articles, l'article 3141.3 et 3141-5, plus précisément son 5e amendement du Code du travail. Et la question qui était posée, c'était est-ce que ces articles sont conformes à la Constitution ? Le premier, est-ce qu'il porte atteinte, c'était la question posée, au droit à la santé et au repos garantis par la Constitution ? Et pour le 2e article, la question était porte-t-il atteinte à l'égalité de traitement garantie par la Constitution ? Donc, ce sont des articles, évidemment, vous l'aurez compris, qui sont actuellement dans le Code du travail, sur lequel la Cour de cassation est revenue, et qui écartent l'acquisition de congés payés en période de maladie, ou en tout cas qui la limitent à partir d'une année pour les accidents du travail. Le Conseil constitutionnel va décider que ces articles ne sont pas contraires à la Constitution et qu'il appartenait au législateur, ce qu'il a fait par le biais des dispositions du Code du travail actuelles, celles qui sont donc en débat, eh bien il pouvait parfaitement
poser des limites et ne pas traiter de la même manière, sans violer le principe d'égalité notamment, ni le droit au repos et à la santé, eh bien, des règles différentes selon que la personne est en travail effectif ou en arrêt de travail d'origine professionnelle ou d'une origine qui n'est pas professionnelle. Donc on a une validation par le Conseil constitutionnel qui nous dit tout cela est contraire à la Constitution. On aurait pu en tirer comme conséquence qu'il n'y avait pas lieu de revenir sur les dispositions de la loi française, en ce sens qu'elle valait déjà transposition des règles européennes, quoi qu'en dise la Cour de cassation. Ce n'est pas, donc c'est ce que j'ai évoqué à l'instant, ce qui est retenu par le gouvernement. Donc je pars de cette décision du Conseil constitutionnel sur laquelle, du coup, puisqu'il y a eu une nouveauté à la suite de cette décision, je suis un petit peu plus rapide, puisque finalement, ce vers quoi on va s'acheminer, c'est une nouvelle disposition légale, en fait 2 nouvelles dispositions légales. Alors pour l'instant, rien n'est voté de manière définitive. Est-ce qu'il y aura encore des arbitrages? Est-ce qu'il y aura encore des changements? Donc pour l'instant, en 2 mots, je vous indique juste quelles sont les pistes. Alors, fortes pistes quand même, puisque c'est quand même ce qui est écrit dans le projet actuellement, qui devrait donc être la nouvelle loi française rapidement. On nous annonce peut-être mi-avril une approbation de ces nouvelles dispositions légales. Donc, en 2 mots, et pour faire court et de manière non exhaustive pour l'instant, il pourrait y avoir déjà une limitation quant au report. Le dispositif, le projet légal prévoit un report possible de 15 mois maximum. Pour ce faire et pour l'opposer aux salariés, il y aurait une obligation pour l'employeur, dans les 10 jours d'un retour d'arrêt de travail et d'arrêt maladie, d'informer le salarié des droits acquis. Conformément au droit européen, qui ne parle que de 4 semaines et non pas de 5, l'acquisition des congés en arrêt de travail, quelle que soit l'origine professionnelle ou pas, serait limitée à 4 semaines. Et la loi, le projet légal, prévoit aussi un traitement de la prescription, à savoir pour les salariés dont les contrats sont rompus, ils disposeraient d'une prescription triennale pour demander une régularisation de leurs droits par rapport aux nouvelles règles. Et pour les salariés qui sont toujours en contrat de travail, il y aurait un délai de forclusion de 2 ans à compter de la publication de la future loi pour venir revendiquer des droits. Avec un point important, c'est que ces droits pourraient remonter jusqu'au 1er décembre 2009. Donc je ne me trompe pas, je parle bien de 2009, puisqu'il faut savoir que le texte européen sur lequel tous ces raisonnements sont, à mon humble avis, à tort fondés, remonte à cette date, et c'est donc ce qui est retenu comme la capacité de remonter des salariés, sous réserve par contre que l'action soit donc introduite dans les 2 ans pour les salariés toujours en poste ou dans les 3 ans pour les salariés dont le contrat est rompu. Donc voilà pour cette actualité assez chargée en matière de congés payés et d'acquisition de congés payés pendant les arrêts de travail. Une décision du Conseil constitutionnel, certes, qui allait, je dirais, dans le bon sens, mais néanmoins un projet législatif qui va ne contenter personne, puisque les employeurs ne seront pas à 100% satisfaits, surtout pas de remonter jusqu'au 1er décembre 2009, malgré la prescription, puisque certains salariés pourraient donc acquérir pas mal de droits ainsi. Et les organisations syndicales salariées ne sont pas satisfaites non plus, parce qu'elles estiment qu'on rogne ce qu'avait reconnu la Cour de cassation. Je pense par exemple au fait de limiter à 4 semaines, là où la Cour de cassation laissait la porte ouverte à une possibilité d'aller jusqu'à 5. Donc voilà pour cette actualité. Est-ce qu'il y a des questions sur ce sujet? Alors non, il n'y a pas de questions. Ah si, il y en a une. Je vois, c'est dans la partie questions. J'ai plus l'habitude que les gens posent dans la partie questions. Alors, en tant qu'employeur, doit-on attendre la demande de l'ancien salarié sorti de nos effectifs pour sa régularisation? Alors, c'est une question de stratégie que je ne vais pas trancher aujourd'hui et qu'il appartient de trancher dans chaque entreprise. Ceci étant dit, comme je viens de vous l'indiquer, des règles de prescription claires, parce que la Cour de cassation, avec ses jurisprudences, n'est absolument pas claire là-dessus, devraient nous être posées légalement. Je pense, mais encore une fois, je ne veux pas trancher pour chaque entreprise, je pense qu'effectivement, autant pour l'avenir, il faudra appliquer ces nouvelles règles,
que peut-être il ne sera pas utile de courir après tous les salariés et d'attendre peut-être que chacun vienne demander ses droits pour éventuellement examiner s'ils sont fondés ou pas, au cas par cas. Je dis ça notamment parce que, outre la question de la prescription, peut-être qu'on parlera d'un salarié avec qui une transaction a été conclue et peut-être que l'employeur décidera de s'abriter derrière cette transaction pour dire qu'il n'y a plus rien à régulariser, par exemple. Donc, je pense qu'il vaut mieux laisser venir. Mais encore une fois, c'est une stratégie qui sera arrêtée dans chaque entreprise. Okay. Merci Fabrice. Alors, il y a une personne qui est en train de taper, donc je vais juste... Ah voilà, hop. Encore une question et après on passe à... Alors, pareil, une stratégie dans chaque entreprise. Personnellement, oui, j'attends que la loi soit votée pour pouvoir communiquer avec l'ensemble des salariés sur la base de ce texte et faire, le cas échéant, des régularisations sur la base de ce texte. Mais c'est ma position personnelle. Ok. Merci. Et Coralie, à toi alors. Allez, passons à la deuxième décision qui intéresse cette fois l'utilisation par un salarié de la messagerie professionnelle pour diffuser des messages en interne. La question ici qui était soumise à la Chambre sociale de la Cour de cassation, c'était de savoir si le licenciement pour faute grave est justifié par rapport à l'envoi de courriels qui contenaient des propos racistes. L'apport de cet arrêt est très clair puisque on considère que l'envoi de messages à caractère raciste par une salariée en interne à des collègues depuis la messagerie professionnelle ne peut justifier un licenciement pour faute grave dès lors que ces messages, ainsi que le dit la Cour de cassation, s'inscrivent dans le cadre d'échanges privés dans un cadre restreint. Vous l'aurez compris, c'est toute une question d'appréciation au plan factuel. Quelle est la portée des messages? Qui les reçoit? Est-ce qu'il y a une publication dite ouverte, c'est-à-dire qui sort de l'interne et qui a vocation à être diffusée au-delà? Quelle atteinte il y a? Enfin, tout un tas de questions, tout un tas d'éléments qui sont pris en compte pour apprécier le caractère légitime ou pas d'une faute grave. Alors, pour rentrer un petit peu sur l'aspect factuel, ici, il était question d'une salariée qui occupait un poste de technicienne au sein d'une CPAM, pour ne pas citer la CPAM du Tarn-et-Garonne. Celle-ci a été licenciée pour faute grave, pour avoir du coup utilisé en temps et au lieu de travail la messagerie professionnelle pour diffuser auprès d'autres agents de la CPAM des propos racistes qui concernaient une autre salariée. L'employeur ici, pour dire que le licenciement est fondé, a fait valoir plusieurs éléments, en particulier la réglementation découlant du règlement intérieur de la CPAM. Il évoque aussi la charte d'utilisation de la messagerie électronique. Ces textes, somme toute, qui interdisent expressément toute diffusion de propos racistes par le biais de la messagerie électronique d'entreprise. Il fait état de ces éléments pour dire finalement que cet agissement de la salariée est contraire de fait au devoir de neutralité auquel elle est tenue dans l'exercice de sa fonction. Eh bien, figurez-vous que la Cour d'appel de Toulouse, qui était saisie de ce litige, n'a pas suivi le raisonnement de l'employeur. Celle-ci a estimé que le licenciement n'était ni justifié par une faute grave, et dans le contenu de son arrêt, elle va même plus loin en disant qu'on ne peut même pas à minima caractériser une faute simple, donc constitutive d'une cause réelle et sérieuse, dans la mesure où la salariée n'a pas tenu de propos racistes dans la sphère professionnelle. Somme toute, ça relève du cadre privé. Ce qu'a retenu la Cour d'appel, c'est plutôt intéressant en termes de rédaction. La Cour d'appel indique que, certes, la salariée est tenue à un devoir de neutralité, pour autant, elle est en totale capacité, en temps et au lieu de travail, de pouvoir user de sa liberté d'expression et ainsi d'exprimer ses opinions dans un cadre privé. La Cour d'appel est allée jusqu'à apprécier le nombre de mails qui avaient été adressés. Ici, il s'agit de 9 mails sur une période de 11 mois. Elle estime, ainsi qu'elle le rédige,
que ce n'est pas un emploi, une utilisation de la messagerie professionnelle abusif. La Cour relève ensuite que les messages litigieux n'ont été connus finalement par l'employeur que par suite d'une erreur d'envoi à l'un des destinataires. Là encore, elle vient caractériser le fait qu'il s'agissait bien d'une conversation, d'un échange extrêmement privé qui n'avait pas vocation à être diffusé, à être connu pour porter atteinte à la salariée critiquée. Enfin, la Cour d'appel soulève le fait que la lettre de licenciement ne mentionnait pas que les opinions exprimées par la salariée dans ces échanges auraient eu une incidence sur son emploi ou encore dans ses relations avec les usagers ou la collègue intéressée, et que l'employeur ne versait au débat aucun élément tendant à prouver que ces écrits auraient connu une dimension, auraient été diffusés dans un cadre plus large et donc en dehors de cadre privé et de fait à l'extérieur de la CPAM. Donc en pareil contexte, on le saisit parfaitement dans ce cas de ce litige en particulier, les messages envoyés relèvent de la vie privée du salarié et l'employeur ne peut donc procéder au licenciement de celle-ci en se fondant sur le contenu de messages envoyés de cette manière-là. Les opinions exprimées n'ont eu, comme j'ai pu l'exprimer, aucune incidence sur les relations avec les usagers ou les collègues. Donc, par voie de conséquence, les arguments et surtout les fondements sur lesquels l'employeur s'est appuyé en visant la charte, en visant le règlement intérieur, ont été tout bonnement écartés et considérés ici comme étant inopérants. Donc, forcément, dans ce cadre dans ce type de litige, il y a une appréciation au cas par cas, mais force est de constater que la Cour a tout bonnement bien verrouillé les choses en termes d'appréciation juridique et l'argumentation, finalement, a été suivie. Donc, voilà pour l'apport de cet arrêt. Alors, on a une question. Qu'est-ce qui définit un échange privé ? Tout simplement, le fait que la salariée a transmis à un groupe très restreint, c'est-à-dire ici, il y avait 2 personnes, un message qui avait vocation à rester privé et à ne pas avoir de portée de dimension externe pour être diffusé. On estime que dans la mesure où, certes, elle a utilisé un outil mis à sa disposition en temps et au lieu de travail, ne suffit pas pour considérer que ça relève de la sphère professionnelle, mais dans la mesure où il s'agissait d'une utilisation non abusive, ces correspondances, de par le fait qu'elles n'ont pas eu de conséquences ni d'atteinte, elles relevaient de la sphère privée. Ok. Merci. On passe. Il n'y a pas de question. Ah, alors attends, je vais voir. Hop. Est-il indiqué dans l'objet de mail Était-il indiqué dans l'objet de mail que, pardon, je reprends. Était-il indiqué dans l'objet que le mail était personnel et confidentiel ? Alors, justement, c'est une question hyper pertinente. L'arrêt ne l'évoque pas. L'arrêt se contente toujours de viser le contenu du mail. Okay. Donc, je ne peux pas apporter cette précision-là, mais effectivement, ce serait pertinent et ça aurait été très pertinent d'utiliser cet argument-là cas d'espèce. Mais je ne peux pas vous renseigner, c'est absolument pas précisé dans l'arrêt. Ça marche. Il n'y a pas d'autres questions. Du coup, on passe le micro à Fabrice. Oui, juste pour compléter un petit peu sur le dernier sujet, ce que je pense on peut comprendre à ce stade de la jurisprudence, c'est que finalement, les juges vont regarder plus l'ouverture ou pas du message, donc les destinataires finalement, s'ils sont très peu nombreux, et la nature du contenu. Mais finalement, peu importe ce que ce soit fait avec le matériel de l'entreprise, peu importe qui est marqué confidentiel ou pas, à ce stade de cet arrêt, c'est ce que vient de vous dire Coralie, donc la grille de lecture semble plutôt être finalement, est-ce que le salarié a voulu diffuser, à qui il l'a fait et quel est le contenu. Ça semble être plutôt ça. Mais du coup, c'est effectivement des débats qui s'annoncent pour le futur, parce qu'il y a quand même eu des incertitudes. Je bascule sur l'autre sujet. Qui est une réponse à une question que beaucoup de praticiens se posaient depuis longtemps.
Et la Cour de cassation vient d'apporter une précision fort intéressante par cet arrêt du 7 février 2024. Alors, pour situer, on est dans le service à la personne, une entreprise de service à la personne qui conclut un accord collectif d'aménagement du temps de travail sur l'année, notamment applicable au temps partiel. C'est quelque chose qui est relativement pratiqué de manière assez courante dans ce secteur en particulier, mais pas que. On a toujours eu comme interrogation, que se passe-t-il si, sur une semaine isolée, un salarié atteint la durée légale du travail? Est-ce que ça entraîne la requalification en temps plein? La question se pose clairement, puisque traditionnellement, la règle, en dehors de tout aménagement du temps de travail, est que aucun salarié à temps partiel ne doit atteindre le temps plein sous peine d'une requalification en temps complet. Donc, comment on apprécie les choses? Est-ce qu'on l'apprécie sur une semaine isolée en cas d'aménagement du temps de travail ou est-ce qu'on va l'apprécier à l'année? La réponse n'existait pas en jurisprudence jusqu'à présent. Cet arrêt du 7 février 2024 se positionne. En l'occurrence, c'était une personne qui était embauchée à l'équivalent pour l'année de 120 heures par mois, mais c'était exprimé à l'année, et qui donc disait, moi, sur certaines semaines isolées, j'ai atteint le temps plein et donc je demande ma requalification. En combinant les textes sur l'aménagement du temps de travail et sur le temps partiel, la Cour de cassation aboutit à la logique suivante. Elle nous dit qu'en cas d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine, les heures complémentaires ne peuvent pas avoir pour effet de porter la durée de travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau du seuil de la durée légale du travail, correspondant à la période de référence, ou si celle-ci est inférieure au niveau de la durée du travail fixé conventionnellement. Autrement dit, la Cour de cassation va tenir compte de la période de référence, en l'occurrence annuelle, et ne va pas regarder isolément. Il y a cependant une subtilité. En l'occurrence, la Cour nous dit, ayant retenu que le dépassement horaire hebdomadaire relevé par le salarié était ponctuel, mais qu'il n'était pas démontré que la durée annuelle de travail de 1600 heures avait été dépassée, la Cour d'appel en a déduit à bon droit que la demande de requalification à temps complet devait être rejetée. Donc il y a quand même une subtilité. Dans un premier temps, la Cour de cassation nous dit « je tiens compte de la période de référence ». Donc ça semble répondre totalement clairement à la question que je posais, à savoir on ne va pas requalifier en temps plein dès lors que sur l'année, sur la période de référence, on n'a pas atteint la durée du travail légal qui est à 1600 heures. Il y a quand même donc une nuance, puisque dans cet arrêt, la Cour de cassation réserve quand même un petit peu les choses en disant que dans ce cas précis, la Cour d'appel n'a pas relevé, ou plutôt a relevé que les moments, les semaines où le salarié a atteint hebdomadairement le temps plein, c'était ponctuel, et par ailleurs qu'il n'a pas été démontré qu'il avait atteint 1600 heures sur l'année. Donc ça veut dire quand même qu'il pourrait, si on raisonne à contrario, y avoir requalification, alors pourtant qu'il y a un aménagement du temps de travail sur l'année. Si sur l'année, ça je dirais c'est à peu près sûr, on a atteint le temps plein, mais peut-être aussi, là c'est pas tout à fait clair, si ça n'était pas ponctuel, le fait d'avoir atteint sur une semaine isolée un temps plein. Puisque la Cour de cassation le soulève quand même. Elle dit bien, en l'occurrence, c'est ponctuel. Ça a dû arriver que quelques fois que le salarié en question a atteint sur une semaine isolée la durée légale du travail. Donc, un arrêt très intéressant parce qu'il va venir protéger les employeurs si, une fois de temps en temps, dans le cas d'un aménagement du temps de travail sur l'année, le salarié a atteint un temps plein, ça ne suffira pas à la requalification, mais encore faut-il quand même que ce soit ponctuel et qu'au global, sur l'année, la durée légale du travail ne soit pas atteinte. Donc voilà, un arrêt quand même qui protège, mais avec quand même cette réserve, sur cette notion de ponctuel. Est-ce qu'il y a des questions sur cet arrêt? Non, on n'a pas de questions. Du coup, Coralie, je te laisse. Allez, arrêt suivant. Il s'agit ici d'une décision rendue par la deuxième chambre civile qui porte sur le sujet de la portabilité de la complémentaire santé et précisément quel est le sort de la portabilité pour ces garanties
en cas de résiliation du contrat d'assurance, en particulier s'agissant ici d'une société placée en liquidation judiciaire. Alors, pour rappel, je ne vais pas faire la lecture de l'article qui nous intéresse, bien qu'il soit intéressant en soi. C'est l'article L911-8 du Code de la sécurité sociale qui est au cœur de la lecture et de l'interprétation à donner à ce litige. Cet article, tout bonnement, on le sait, il porte sur le maintien de la couverture complémentaire santé pour les anciens salariés dans les conditions que l'on connaît, c'est-à-dire que l'ancien salarié doit avoir bénéficié de cette couverture complémentaire lorsqu'il était présent dans l'entreprise. Et autre condition, la rupture du contrat de travail doit ouvrir droit à une indemnisation par l'assurance chômage. Je ne vais pas plus m'étaler sur ces éléments-là, mais s'il y avait des questions, j'y reviendrai. En ce qui concerne en particulier le sort de la portabilité en cas de résiliation du contrat d'assurance. C'est pas la première fois que la Cour de cassation, bien au contraire, est amenée à se prononcer sur cette question. Sachant que les dispositions de l'article L911-8 sont d'ordre public, je vous renvoie à toute une jurisprudence depuis 2015 pour laquelle ça n'a pas toujours été constant, mais la jurisprudence jusque-là avait tendance à considérer que même s'il y avait résiliation dans l'hypothèse où une société est placée en cessation d'activité, alors l'organisme d'assurance doit maintenir les garanties. Sauf que là, avec cette décision du 15 février 2024, la Chambre civile remet une couche en disant finalement que, bien que l'article soit d'ordre public, il y a certaines limites en termes d'interprétation et on ne peut pas on ne peut pas maintenir une garantie dans des conditions qu'on va voir. Alors, en ce qui concerne l'effet d'espèce, ici, il s'agissait d'une société qui avait été placée en liquidation judiciaire, donc avec une totale cessation d'activité. L'organisme assureur avait résilié le contrat de complémentaire santé à l'échéance annuelle et avait précisé, donc l'organisme avait précisé au liquidateur que les salariés licenciés ne bénéficieraient plus du maintien de leur garantie au titre de la portabilité. En réponse, le liquidateur a mis en œuvre et a financé pour les salariés intéressés des couvertures alternatives et il avait agi en justice, ce liquidateur, en assignant l'organisme assureur afin de le voir condamné à assurer le maintien des garanties et à obtenir le remboursement des sommes déboursées au titre des nouveaux contrats souscrits. Alors, l'assurance a été à la fois en première instance et un appel tout simplement condamné. La Cour d'appel avait estimé que la résiliation du contrat d'assurance était ultérieure à la liquidation judiciaire donc du placement de cette société en liquidation judiciaire et que du coup cette résiliation était sans effet sur les droits à portabilité de ces salariés licenciés. Sauf que en réponse, la haute juridiction, donc la chambre civile, censure la position retenue par les juges d'appel en considérant que le maintien des garanties dans le cas de figure d'une liquidation judiciaire implique a fortiori que le contrat liant l'employeur à l'organisme assureur ne soit pas résilié. Donc, à l'inverse, si le contrat est résilié, on estime que par l'effet de cette résiliation, aucune garantie ne peut être tenue et les dispositions de l'article 911-8 ne sont donc pas applicables ou, dit autrement, elles ne sont donc applicables qu'à la condition que le contrat liant l'employeur et l'organisme assureur ne soit pas résilié. Mais en tout cas, elle décorrèle toute lecture du moment où la résiliation aurait été actée, que ce soit avant, concomitamment ou ultérieurement à la liquidation judiciaire, il n'y a pas de modification d'appréciation. On estime simplement que les
garanties en termes de complémentaire santé ne peuvent être maintenues que si le contrat n'est pas résilié. Et tout ça revient à dire finalement que toutes les prévisions légales qui découlent de cet article 911-8 ne sont qu'un fondement obligationnel qui est mis à la charge de l'employeur et non de l'organisme assurantiel. Donc voilà pour cet arrêt. Ok, on a quelques questions sur le sujet de la portabilité dès lors que la personne trouve un nouvel emploi, par exemple en CDD, et qu'il y a une mutuelle obligatoire dans la nouvelle entreprise. Doit-elle résilier sa complémentaire santé, sachant qu'elle a une portabilité d'1 an? Ah oui, mais là, c'est pas du tout le même cas de figure. Hein. Parce que là, on est dans le cas où c'est on est dans le cas où le salarié est licencié. Je vais relire la question parce que... Oui, mais c'est ça, c'est que là, dans sa question, c'était, on part du principe que la personne a trouvé un nouvel emploi en CDD. Oui, mais dans ce cas, il n'y a pas d'incidence, il n'y a pas d'incidence pour le salarié parce qu'il va effectivement souscrire à une nouvelle garantie auprès d'un nouvel employeur. Là, c'était le cas de figure où le salarié perd son emploi, quid de la portabilité qu'il aurait dû avoir dans le cas où le contrat est résilié par l'assurance suite à la liquidation. Tandis que là, le salarié change d'emploi, donc d'employeur, et il aura tout le bénéfice, effectivement, de souscrire auprès de la nouvelle entreprise. Okay. Et il y avait du coup une autre question, mais qui concerne justement l'arrêt d'activité pour départ en retraite. Mais du coup, je pense que ça tombe plus ou moins sur le même cas, non? Alors, la portabilité... Alors, c'est pas un licenciement, quoi. C'est pas le même cas de figure, effectivement. Fabrice, tu voulais ajouter quelque chose? Mais pour moi, ça s'apprécie pas de la même manière. Là, c'est vraiment le sort de la portabilité se pose et peut avoir de lourdes répercussions dans le cas où le salarié perd son emploi et qu'il y a une résiliation totale du contrat. Okay. Ça marche et on prend la dernière question et on passe à l'arrêt d'après. La portabilité ne s'entend donc pas comme un avantage lié à une sorte d'acquis. Le salarié a cotisé pendant tant de temps, donc il a le droit à sa portabilité. Alors, à partir du moment, effectivement, où toutes les conditions sont remplies pour bénéficier de la portabilité, et ça s'apprécie au cas par cas, que le salarié soit démissionnaire ou autre, effectivement, c'est un avantage et il est censé pouvoir en bénéficier un minima, sur la durée des 12 mois qui suivent la rupture du contrat. Ok. Ça marche, c'est clair. Ça marche, et du coup, on peut passer à l'arrêt d'après. Merci Coralie. Oui, alors je reprends la parole pour cet arrêt du 7 février 2024 qui, je pense, doit être un point d'alerte dans les services de ressources humaines, puisque on peut aboutir à l'inopposabilité d'un accord collectif et en même temps, les salariés peuvent continuer à en tirer des droits, ce qui peut paraître de prime abord assez contradictoire. Donc, quand on négocie des accords, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête. Alors, je m'explique. Il s'agissait dans cet arrêt d'un accord de temps partiel modulé, donc on est encore dans un accord lié à l'aménagement du temps de travail, comme l'arrêt que je présentais tout à l'heure. Cet accord d'entreprise ne remplissait pas, c'est en tout cas ce que la Cour de cassation a considéré, ne remplissait pas toutes les conditions légales applicables pour ce type d'accord. Alors, je ne rentre pas dans ce détail-là parce que ce n'est pas l'objet de l'arrêt qui nous intéresse, mais ce qu'il faut retenir donc, c'est que la Cour de cassation a considéré, suivant cela les premiers juges, que cet accord collectif devait être considéré comme inopposable. Là où cet arrêt devient intéressant et particulier, c'est que cet accord collectif prévoyait une prime spécifique qui était prévue pour dédommager en quelque sorte les salariés qui subissaient cet aménagement du temps de travail et cette suggestion particulière d'aménagement du temps de travail. Et donc, il y avait une prime périodique qui était prévue par cet accord. La décision de la Cour de cassation est de considérer
suivant cela les premiers juges, donc c'était une prime mensuelle qui correspondait à un certain pourcentage du salaire mensuel, de dire qu'il résulte finalement qui résulte que cette majoration de salaire qui était destinée à compenser les sujétions du salarié à temps partiel soumis au régime de modulation, eh bien, lui reste acquise, nonobstant la reconnaissance de l'inopposabilité de l'accord collectif. Et donc, on a rejeté dans cet arrêt, autant en cour d'appel qu'au niveau de la Cour de cassation, la demande de l'employeur qui consistait à dire, si vous considérez l'aménagement du temps de travail, l'accord collectif inopposable aux salariés, alors vous devez condamner les salariés à me rembourser les primes que j'ai versées en contrepartie de cette sujétion. Et donc, ça a été rejeté, cette demande, en considérant que l'inopposabilité de l'accord collectif ne remettait pas en cause le bénéfice pour les salariés de cette prime prévue par l'accord lui-même, qui n'avait de source de droit que cet accord lui-même. Alors, je disais, c'est un point d'alerte, à mon avis, dans les services de ressources humaines quand on travaille sur des accords collectifs, puisque ça veut dire, si on suit la Cour de cassation, qu'on peut s'attendre à ce qu'un arrêt un accord collectif, soit considéré comme inopposable, ne remplissant pas les conditions légales suffisantes, et en même temps que les salariés en tirent certains droits. Ce qui est assez contradictoire avec beaucoup de principes juridiques. Je le dis d'autant plus qu'il semble qu'il y ait une contradiction entre l'arrêt dont je suis en train de parler et la position de la Cour de cassation en matière de forfait en jour. Puisqu'en matière de forfait en jour, la Cour de cassation considère, j'allais dire jusqu'à preuve du contraire, à moins que cet arrêt du 7 février entame un changement de jurisprudence et qu'on arrive à un changement de jurisprudence aussi en matière de forfait en jour, mais pour l'instant, à date, la Cour de cassation considère que si un accord collectif sur le forfait en jour est sans effet ou est nul, reconventionnellement, l'employeur peut alors demander le remboursement des jours de repos qui ont été accordés aux salariés au titre de ce forfait en jour. C'est une notion de droit, c'est la répétition de l'indu. Et puisqu'on va considérer, le juge considère que la règle de droit ne tient pas, l'accord collectif tombe, il est donc indu que l'on verse à un salarié une contrepartie issue de cet accord. C'est pourtant, alors donc qu'elle prend cette position sur les forfaits en jour, ce que dit la Cour de cassation en matière d'aménagement du temps de travail pour le temps partiel. Pourtant, en droit, c'est tout à fait similaire. Donc, un point d'alerte en ce qui me concerne, quand on écrit un accord collectif, on doit se dire peut-être qu'en cas d'inopposabilité, je vais quand même être amené à payer tel ou tel élément de salaire que j'ai prévu dans cet accord, alors qu'il serait considéré comme inopposable. Et deuxième point d'alerte, on peut se questionner sur le sort dans l'avenir de la jurisprudence de la Cour de cassation sur les forfaits en jour, puisque il me semble qu'il y a quand même une contradiction entre les positions de cet arrêt du 7 février et de la jurisprudence concernant les forfaits en jour. Donc, double point d'alerte par rapport à cet arrêt du 7 février 2024. Est-ce qu'il y a des questions sur cet arrêt ? Non, on n'a pas de questions. Du coup, on peut attaquer le dernier. Le dernier arrêt relatif à la faute inexcusable. C'est pas souvent qu'on aborde ce genre cette thématique dans le cadre de l'actu, donc on en a profité avec cet arrêt assez récent du 29 février. Alors, pour mémoire, il résulte de l'article L452-1 du Code de la Sécurité sociale que la faute inexcusable est retenue lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires et suffisantes pour l'en préserver. Alors, venons-en tout de suite aux faits, parce que c'est un cas un peu particulier ici, où l'appréciation, vous allez le voir à mesure que je rentrerai dans les détails, est très importante pour comprendre l'issue et donc le positionnement de la haute juridiction. Alors, dans cet arrêt, il s'agissait d'une salariée qui relevait du service des urgences d'un hôpital, qui a subi une agression physique venant d'une patiente qui venait d'être intégrée dans le service. En réponse, pour défense, il y a uniquement l'équipe de soins qui est intervenue pour les séparer. Et ce qui ressort en termes
d'éléments factuels dans cet arrêt, c'est que il a été relevé qu'il y avait eu par le passé, pendant plusieurs années, une recrudescence d'actes violents au sein de ce service et que l'engorgement de ce service générait effectivement autant d'insatisfaction des usagers que l'altération des conditions de travail et la dégradation de la qualité des soins qui gonflaient cette insatisfaction et donc des attitudes, des agissements agressifs. La position de l'employeur, finalement, pour contre-attaquer l'arrêt qui avait retenu que l'accident était dû ici à la faute inexcusable de l'employeur fait valoir le fait, premièrement, que la reconnaissance de la faute inexcusable suppose que le lien de causalité soit établi entre le manquement reproché à l'employeur et les conséquences, tout le moins la lésion survenue en temps et lieu de travail pour cette salariée. Sauf qu'ici, l'employeur dit que le fait que les accès aux urgences aient été ouverts 24 heures sur 24 était indifférent dès lors que le patient qui a agressé cette salariée était déjà pris en charge et donc il se trouvait déjà à l'intérieur de l'établissement et que du coup, on ne pouvait pas rajouter des éléments visant à préserver sa santé dans la mesure où le nécessaire était fait, qu'il y avait un système de protection, mais que en réalité l'agresseur était déjà au contact même du personnel soignant. Ensuite, l'employeur indique que le caractère suffisant des mesures qu'il avait pu prendre s'apprécie au regard de la conscience qu'il avait ou qu'il aurait dû avoir du danger. Il ne peut être considéré, pour reprendre la position de l'employeur, il ne peut être considéré que la seule réalisation du risque démontrerait le caractère insuffisant des mesures qu'il a mises en œuvre. Donc forcément, les choses s'apprécient au grain près, sauf que ici, finalement, ce qui avait été reproché à l'employeur, c'est de ne pas avoir répondu à des sollicitations, à des suggestions qui avaient pu être faites avant l'accident, avec la mise en place d'un système de contrôle encore plus poussé pour verrouiller les accès, les fermetures des portes coulissantes, qui n'ont été mises que postérieurement à l'accident. En fin de compte, en défense, la salariée a utilisé les éléments qui ont pu être mis en place postérieurement à l'accident, alors que par le passé, les salariés avaient été demandeurs de ces solutions pour garantir encore plus leur santé et leur sécurité. Donc finalement, il va de soi qu'ici, ça s'est retourné un petit peu contre l'employeur, puisque la réponse de la Cour est sans appel. Elle dit que le recrutement d'un agent de sécurité et la fermeture de la zone de soins par des portes coulissantes, qui avaient été demandées par les salariés pour sécuriser les locaux, ont été mises en place postérieurement à l'accident du travail et que par voie de conséquence, l'employeur n'ignorait pas l'insuffisance et le côté sous-dimensionné des choses qu'il avait mises en place jusque-là. La Cour accentue encore son appréciation en disant que le contrat de sécurité cynophile qui avait été manifestement mis en place était insuffisant pour prévenir les risques d'agression au sein même de l'hôpital et que l'organisation de formation sur la gestion de violence constituait, pour reprendre les termes de l'arrêt, une réponse sous-dimensionnée par rapport à la réalité et à la gravité du risque encouru. Donc, il s'en déduit ici que les mesures de protection mises en œuvre par l'employeur étaient insuffisantes et inefficaces à prévenir le risque d'agression auquel ce personnel avait été soumis et pour laquelle, justement, l'une d'elles avait fait l'objet de cette agression physique. Donc, moi, de mon avis, effectivement, c'est toujours sujet à discussion quand on remet les choses dans leur contexte et qu'on se dit finalement jusqu'où on doit aller dans la mise en œuvre de la sécurité des salariés pour préserver la santé et la sécurité, dès lors que, dans ce cas de figure, on constate que l'agression vient en interne de par une personne qui a été admise en soins. Donc, c'est très compliqué à apprécier.
je pense qu'il faut arrêter l'appréciation de cet arrêt à ce cas de figure en particulier et on ne peut pas le dupliquer nécessairement à tous les autres cas de figure qui pourraient intéresser les hôpitaux, quoi qu'ils puissent se produire. Donc, c'est une appréciation factuelle, hein, enfin, ça c'est indéniable, mais je trouvais ça intéressant de vous en parler. Voilà pour cet arrêt, le dernier. Eh ben, merci Coralie. On arrive à la fin de ce webinaire. On n'a pas de questions. Donc, c'est bon. Donc, on est bien à la fin de ce webinaire. Le prochain aura lieu en avril. On vous enverra la date au moment où on vous envoie le replay. Eh ben, on vous souhaite à tous une bonne journée. Très bonne journée. Bonne journée à tous. Au revoir.